Donc bonsoir à tous, merci d'être venus pour notre nouveau café débat, le premier de l'année 2017, consacré à la Grande Guerre. Alors, je vais tout de même sacrifier la tradition et nous présenter, en est-il encore besoin ? Donc, nous sommes l'association Tempus Historiae. Si vous souhaitez avoir tout type d'informations sur nous, nous sommes contactables via notre adresse mail, Twitter, Facebook, etc. Donc nous cherchons à organiser mensuellement un café-débat avec deux jeunes chercheurs concernant un thème historique. Donc aujourd'hui, la Grande Guerre. Tradition oblige, encore une fois, également remercier tous nos partenaires, à commencer par le Bistrot 12, qui nous héberge gracieusement ici, le FSDIE, la DETIS, qui nous fournit le matériel, etc. Alors, ce soir, nous étions obligés de célébrer à notre manière le centenaire de la Grande Guerre. Visiblement, il y a déjà des rebelles. Donc, le centenaire de la Première Guerre mondiale, évidemment, avec toutes les célébrations, on ne pouvait pas le manquer. Alors, initialement, nous avions deux intervenantes prévues. Malheureusement, Fabrice Papola n'a eu un empêchement et n'a pas pu être présent. Mais nous avons tout de même avec nous M. Cédric Marty, professeur d'histoire-géographie et encore jeune docteur, qui a effectué sa thèse sous la direction de Rémi Casals, thèse intitulée « À la baïonnette, une approche des imaginaires à l'épreuve de la guerre 14-18 ». Alors, ce café-débat s'effectue avec un partenaire, s'effectue avec le partenariat de l'ANAGE IHEDN, et je vais tout de suite donner le micro à Clément pour qu'il nous présente cette association. Merci beaucoup Quentin. Alors effectivement, ce soir je représente l'ANAGE IHEDN. Alors qu'est-ce que c'est l'ANAGE IHEDN ? C'est l'association nationale des auditeurs jeunes de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale. Je vous prie de nous excuser pour ce PowerPoint un peu rogné. Malheureusement, vous ne pourrez pas voir l'intégralité des données qui sont affichées, mais je vais essayer malgré tout de vous présenter en quelques mots cette association qui est l'ANAGE IHEDN. L'ANAGE IHEDN, en premier lieu, c'est une association d'anciens auditeurs des sessions jeunes de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Les sessions jeunes, ce sont des séminaires de 5 jours qui regroupent tous les 2 mois une centaine de jeunes volontaires intéressés par les questions de défense, de stratégie d'une manière générale, des jeunes qui vont réaliser, durant 5 jours, un travail collectif, un travail de réflexion, une production écrite, mais également des visites exclusives et bien évidemment des conférences auxquelles ils vont pouvoir assister avec des intervenants généralement inaccessibles au commun des mortels. C'est donc une association d'anciens auditeurs qui se regroupe autour d'activités structurantes, mais c'est bien plus que cela, l'ANAGE IHEDN, puisque c'est aussi un réseau de citoyens actifs pour la promotion de ce que l'on appelle l'esprit de défense. Alors, l'esprit de défense, c'est ce qui va nous pousser, chacun d'entre nous, chacun des anagiens que nous sommes, à essayer de réfléchir à la place de nos armées aujourd'hui, hier et demain, et à leur rôle et à leur positionnement dans la société, et réciproquement. C'est officiel, hein, voilà, c'est pas moi qui me suis amusé à bidouiller la présentation PowerPoint. Alors, nos activités, quelles sont-elles ? Dans le prolongement naturel de nos séminaires jeunes qui sont organisés par l'IHEDN, l'association organise de manière régulière des conférences, si possible avec des intervenants qui généralement n'ont pas l'habitude d'aller vers le grand public, mais sont plutôt orientés vers les professionnels. Mais aussi des visites exclusives réservées aux membres, par exemple auprès de services de police, le GIGN, ou dans les coulisses de certains établissements, dans des bases militaires, etc. J'en passe, et des meilleurs. Et bien entendu, nous avons des comités thématiques et des ateliers
qui nous rassemble de manière régulière et sur une base volontaire pour réfléchir et parfois produire des publications autour de thèmes aussi variés que l'armée du futur, les enjeux stratégiques en Afrique, ou bien encore l'aéronautique et l'espace. Pour finir, nous avons un dernier volet auquel appartient l'événement de ce soir. Ce sont des événements de vulgarisation ou de communication auprès du grand public, soit grâce à des anagiens, soit par l'intermédiaire de certains de nos contacts. Et ce soir, je veux remercier M. François Hichet, qui n'est pas présent, mais qui est la personne qui nous a mis en contact avec M. Marty. Pour retrouver toutes nos actualités et adhérer, si le cœur vous en dit, nous avons bien évidemment un site internet, anage-ihedn.org, et vous retrouverez sur le site de l'IHEDN lui-même, ihedn.fr, les informations relatives au séminaire jeune dont je parlais plus tôt. Avant de céder la parole à Cédric, je vais très rapidement procéder à une introduction de ce café débat dédié au thème très large, ou en tout cas intitulé Centenaire de la Grande Guerre, et dédié à la question des imaginaires dans la Grande Guerre. Un petit point historique d'abord, et puis un petit point historiographique. Alors un petit point historique, je ne sais pas s'il est bien nécessaire de le faire, mais peut-être revenir sur des points qui sont généralement oubliés quand on parle de la guerre de 14-18. On pense au combat, mais on oublie parfois les causes de la guerre et l'origine de la guerre, qui se perd dans nos mémoires d'anciens écoliers ou d'anciens élèves de collège et de lycée. Je suis même plus sûr qu'on enseigne encore 14-18 au lycée, mais si, encore. Alors, les origines, je vais être bref, et je ne parlerai que des quelques années qui ont précédé la guerre. Au-delà des rivalités territoriales, des rivalités territoriales excentrées, des rivalités coloniales, il y a la crise des Balkans. La crise des Balkans, ça a été un peu le principal déclencheur finalement de la guerre, le principal déclencheur immédiat, le détonateur qui a fait exploser ce grand brasier européen. La crise des Balkans, qu'est-ce que c'est ? C'est un conflit d'abord entre l'Empire ottoman et des États balkaniques dont se sont mêlés différents États occidentaux. C'est d'abord la crise bosniaque de 1908. La Bosnie, annexée par l'Autriche, en fin de compte, qui va créer une grande émotion parmi les Serbes, et notamment les Serbes favorables à ce qu'on appelle la Grande Serbie, à la création de cette Grande Serbie. Serbes qui vont trouver un soutien, déjà à l'époque, russe. Cette fibre slave qui va entretenir, on va dire, ce jeu d'alliance qui va être à l'origine de l'explosion de la poudrière dont je parlais. L'annexion de la Bosnie par l'Autriche fait aussi peur à l'Italie, de notre côté. Bien évidemment, l'Italie craint une grande Autriche, une Autriche très forte dans cette Europe qui n'a pas encore le visage que l'on lui connaît aujourd'hui. 1911, une autre date, 3 ans plus tard, qui marque la création de la Main Noire, une organisation serbe favorable à la Grande Serbie dont je parlais. Il faut retenir cette organisation, mais vous allez voir pourquoi tout à l'heure. 1912 et 1913 maintenant sont les dates de 2 guerres balkaniques contre la Turquie puis contre la Bulgarie. Et c'est là que le grand système d'alliance va se mettre en branle. Le déclencheur auquel chacun de nous pense, c'est l'assassinat de François Ferdinand en juin 1914. Je parlais tout à l'heure de la Main Noire. Son meurtrier présumé, c'est Princip, qui appartenait à cette organisation. Je laisserai peut-être M. Marty nous parler plus de ces considérations-là et de tous les débats qu'il y a autour de cet assassinat. Quoi qu'il en soit, moins d'un mois plus tard, la guerre éclate. Voilà. Par le jeu d'alliance dont je parlais, on retrouve d'un côté la France, la Russie, l'Angleterre, la Serbie, la Roumanie, la Grèce et le Japon aussi. Et de l'autre, l'Allemagne, l'Autriche, l'Empire ottoman et la Bulgarie notamment. Voilà. Je passe rapidement sur les grandes dates dont on connaît tous la teneur. La bataille de la Somme et de Verdun en 1916.
Les mutineries de 1917, l'émergence des figures de Joffre, de Nivelle et de Pétain. Cette guerre de position qui a commencé à s'installer durablement dès novembre 1914 et qui va s'étendre, durer, épuiser les hommes, épuiser aussi les arrière-pays et conduire à des conséquences tout à fait dramatiques. La guerre 14-18 est aussi marquée en 1917 par la révolution russe et finalement, en novembre 1918, l'armistice qui va conduire très peu de temps après au traité de Versailles en janvier 1919. Alors, la Première Guerre mondiale, c'est un certain nombre d'innovations tragiques, mais des innovations malgré tout. Innovations techniques, l'usage de l'aviation, le développement de la guerre sous-marine, et des innovations d'un autre ordre, de l'ordre de la propagande, qui vont aller servir les questions d'imaginaire. Un petit point historiographique maintenant qui pourra peut-être permettre de mieux situer notre intervenant dans le paysage scientifique. Alors, l'histoire de la Première Guerre mondiale, elle a été écrite dès les années 20. Dès les années 20 par Paul Renouvin notamment, qui va avoir une approche assez militaire, assez politique, et qui va largement axer son propos sur la responsabilité allemande. En parallèle, Jules Isaac, qu'on connaît tous, des manuels Mallet et Isaac, va adopter une approche plus pacifiste. Et ce sont les deux grands premiers noms de cette historiographie de la Première Guerre mondiale qui est en train de se développer dès les années 20. Un nom intéressant à retenir, c'est celui de Jean Norton-Cru. C'est l'auteur d'un essai en 1929 intitulé « Témoin ». C'est un nom important car c'est peut-être le premier à avoir mis en avant la figure du soldat dans son humanité, dans son identité personnelle. Les grands développements historiographiques auront lieu après la Seconde Guerre mondiale. Je vais juste citer très rapidement un ouvrage de 1959, Vie et mort des Français entre 1914 et 1918. Il poursuit bien cette idée de retour aux acteurs, au vécu de la guerre. Et puis, en 67, dès 67, des historiens qui vont commencer à s'intéresser à la question des mutineries que j'évoquais, les mutineries de 17. Finalement, le débat historiographique le plus récent, le plus d'actualité, est celui dans lequel peut-être s'inscrit notre intervenant, qui, je l'espère, pourra nous en dire un mot à un moment ou à un autre. C'est celui du consentement et de la contrainte. Il y a là deux camps scientifiques qui s'affrontent et cette notion polémique est, je pense, intéressante. Il est intéressant de comprendre pour les non-initiés, les personnes ici qui ne sont pas historiens de formation, que l'histoire n'est pas une science de la vérité, mais c'est une science de la polémique et de l'interprétation des faits. Et c'est ainsi que l'on peut avoir cet affrontement sur des faits qui ont aujourd'hui plus d'un siècle, sur la notion de consentement patriotique ou de contrainte. Alors, la première est défendue par ce qu'on appelle l'école de Péronne, centrée autour d'un groupe d'études basé à l'historial de Péronne dans la Somme, et a commencé à développer ses thèses dès les années 90. Le deuxième groupe, en particulier, trouve comme figure de proue Monsieur Casals, ici présent, membre du CRID 14-18, ainsi bien sûr qu'un certain nombre d'autres noms, Nicolas Offenstadt ou bien encore Monsieur Cédric Marty. Je vais vous laisser là-dessus et je vais céder immédiatement la place à Monsieur Marty qui certainement va pouvoir développer ou pas ces questions avec beaucoup plus de brio que moi. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, bonsoir plutôt, merci de votre invitation à parler d'un sujet qui m'est cher, effectivement la Première Guerre mondiale, et puis les imaginaires sur le
sur lesquels ma thèse a porté thèse réalisée pendant plusieurs années. Vous m'avez rajeuni en fait, mais je suis pas si jeune que ça, plus si jeune que ça, puisque j'avais déjà en 2003, lorsqu'est parue cette photographie, j'étais déjà en maîtrise, et ma maîtrise portait déjà sur un sujet atypique, un sujet a priori très pointu, la baïonnette en 14-18. Alors je vais essayer de situer ce sujet dans le champ historique avec, puisqu'on vous a parlé en fait de débats. Effectivement, il y a eu beaucoup de débats à la fin des années 90, début des années 2000. En fait, il y a eu beaucoup de débats autour de la Première Guerre mondiale et du sens qu'elle pouvait avoir, de l'interprétation que l'on pouvait en faire. Et assez rapidement, ce débat s'est cristallisé autour d'une opposition. En réalité, une opposition qui n'existe pas. Alors, il y a des débats en fait, mais une opposition autour de l'école de la contrainte et l'école du consentement, comme si finalement on pouvait renvoyer dos à dos ces deux camps en quelque sorte. Ce qui s'est produit en fait, c'est qu'il y a une première interprétation qui est parue avec, qui proposait une grille de lecture très culturaliste de la guerre, et que cette grille de lecture omettait un certain nombre de choses. Donc un groupe d'historiens, beaucoup d'historiens, se sont regroupés pour essayer de rappeler en fait qu'au nombre des raisons qui expliquaient un des points sur lequel portait la polémique, qui était la ténacité des soldats, eh bien il fallait rajouter également l'ensemble des facteurs, d'autres facteurs, notamment tous les liens de sociabilité en fait qui existent entre les combattants au front et la justice militaire, etc. Mais il ne s'agissait pas de nier en fait qu'il y avait une dimension, un intérêt à l'histoire culturelle, et jamais il n'y a eu d'opposition entre l'histoire culturelle des uns et une histoire sociale des autres. Il s'agissait en fait plutôt d'élargir le regard que l'on pouvait porter sur le conflit. Et ça a été le sens du collectif de recherche internationale de débat sur la Première Guerre mondiale, qui est le CRID 14-18. Et donc avec un sujet qui était un sujet a priori d'histoire culturelle, puisque je travaillais sur une représentation. Je me suis senti très très à l'aise depuis la fondation du CRID dans ce collectif, et j'ai toujours trouvé des conseils, des débats intéressants en fait autour de ça. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai réussi à bien replacer les débats, mais en 2003 paraissait dans Paris Match une image qui va peut-être vous permettre de comprendre ce sur quoi portait mon sujet. Car lorsque je dis que je travaillais sur la baïonnette, on a l'idée qui arrive assez vite que j'ai dû travailler probablement sur cette arme longue de 50 cm que l'on fixait au canon des fusils avant de partir à l'assaut, ou pour faire des opérations de garde aussi. Mais mon travail a porté moins sur l'arme elle-même, dont je ne sais finalement pas grand-chose, ou en tout cas c'était pas vraiment le cœur de mon sujet, que sur la représentation de cette arme, sur l'idée que l'on se faisait de cette arme. Et c'est ce que cette couverture montre et qui me semble assez intéressant. En 2003, Paris Match ouvrait un dossier consacré à la Première Guerre mondiale par cette formule qui avait retenu mon attention à cette époque. 1914-1918, c'était le temps héroïque et tragique des baïonnettes et des tranchées. Aucun des derniers combattants, des derniers poilus qui étaient interrogés pour l'occasion ne mentionnait cette arme dans les entretiens. Mais le dossier était illustré d'une photographie. La photographie, vous l'avez sous les yeux. Et dans cette composition équilibrée, une trentaine de fantassins, baïonnettes au canon, gravissent un terrain en pente. L'un d'eux, en tête, s'effondre. Un autre, étendu au premier plan, semble mort. Et l'issue de cet assaut semble suspendue à cet instant décisif. L'énergie des corps qui se portent en avant donne l'impression d'une charge irrésistible. Mais déjà, on voit que 2 soldats tombent par terre comme fauchés en plein élan. Voilà, ça c'est la description plate de ce que l'on voit sur l'image. Alors pour un regard averti, de très nombreux éléments trahissent la fausseté de la scène. La position très exposée du photographe, l'absence de barda des hommes qui attaquent simplement avec leurs fusils et leurs baïonnettes, et puis cette formation groupée qui les rend extrêmement vulnérables. D'ailleurs, dès la première parution dans l'illustration, le 15 mai 1915, des doutes pèsent sur l'authenticité. On utilise le conditionnel. Cette photo aurait été prise dans tel secteur. La composition, en fait, semble
presque trop parfaite, comme calquée sur les tableaux de la peinture de bataille. Et elle rappelle en effet de façon troublante certains tableaux, comme par exemple la bataille de Magenta d'Yvon, que je mets ici. On y trouve la même marée humaine, hérissée de baïonnettes, les mêmes corps qui sont tendus vers l'avant, qui sont lancés au pas de charge, et le même geste du chef, retourné vers ses hommes pour les exhorter à avancer. En fait, hormis quelques détails, les images sont interchangeables, voire dans ce cas précis, et en trichant à peine, superposables. Mais voilà, c'est une photographie, elle donne à la scène un effet de réel. Et c'est sur cet effet de réel que le journal britannique The War Illustrated va insister lorsque le 19 juin 1915, il publie la photographie. Avec cette légende, As seen by the camera, le cliché fixe l'instant décisif du basculement de la bataille, the moment of victory, et le commentaire souligne la vaillance de ces hommes transportés par l'idéal républicain. L'assaut à la baïonnette devient alors beaucoup plus qu'une simple action d'éclat. Elle devient l'incarnation du patriotisme et de l'héroïsme des soldats français. Alors mon sujet finalement aurait pu s'arrêter à comprendre l'ampleur des représentations qui mettent en scène cette vision assez exaltée de la bataille, de la baïonnette comme arme décisive. Mais une image n'a pas de sens en soi. En fait, tout dépend de ce que l'on y voit, de ce que l'on nous donne à y voir. Et la légende est assez intéressante lorsqu'on lit Paris Match en 2003. Eh bien, on n'a pas du tout la même lecture proposée de cette image. Car voilà ce qu'on y lit. Au début du conflit, un régiment de fantassins met baïonnette au canon. L'uniforme du soldat est inadapté. Il le transforme en cible idéale pour le tir à longue portée des mitrailleuses allemandes. Les fines aiguilles fichées au bout des fusils font figure plutôt d'anachronisme face à la puissance de feu allemande. On insiste sur les hécatombes de ces premiers mois de la guerre et le moment qui est saisi, tout d'un coup, devient décisif là aussi, mais pour d'autres raisons. L'enthousiasme apparent de ces hommes est suspendu un instant avant d'être englouti sous les balles meurtrières de l'ennemi, et l'assaut à la baïonnette devient du coup cette tragédie qui nous hante, comme on le voit sur la couverture du Nouvel Observateur le 6 novembre 2003. Donc au fond, ce qui m'a intéressé dans cette image, c'est le cœur de mon sujet, c'est les lectures que l'on peut faire de l'assaut à la baïonnette. Comment finalement on a vu se produire ce glissement de l'incarnation de l'héroïsme aux pertes inutiles des offensives de 14-18. Mon sujet a consisté à comprendre la rémanence, c'est-à-dire au fond la résistance, avant, pendant et après le conflit, de deux figures de la guerre qui ne correspondent pas à la réalité du champ de bataille, ni en 14-18, ni d'ailleurs dans beaucoup de conflits qui ont précédé 14-18, l'assaut et le combat à la baïonnette. Alors je vais revenir, m'attarder un petit peu là-dessus, parce que peut-être que c'est aussi une représentation que l'on peut se faire de la guerre de 14, l'idée selon laquelle ce serait une guerre qui se serait jouée aussi à la baïonnette. Et dans ma thèse, j'ai essayé de comprendre ce que pouvait être l'expérience de l'assaut à la baïonnette à hauteur d'homme, en prenant appui sur des témoignages de combattants, une centaine de témoignages, qui racontent au fond la même expérience, évidemment avec des regards différents en fonction des secteurs, etc., mais une expérience qui va s'articuler en plusieurs phases successives. Et ces phases successives, je vais vous les livrer en fait parce qu'elles sont importantes. C'est important de comprendre quel est le vécu finalement, quelle est l'expérience d'un assaut à la baïonnette pour comprendre ensuite comment les combattants qui y ont participé regardent, perçoivent les discours exaltés autour de la baïonnette qu'ils peuvent percevoir dans les états-majors ou beaucoup plus encore dans la presse, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un assaut à la baïonnette à hauteur d'homme ? C'est d'abord des préparatifs de l'attaque, et en particulier le creusement de parallèles de départ qui vise à rapprocher les assaillants de l'ennemi. On creuse une première ligne en avant des tranchées, qui n'est pas une tranchée à proprement parler en fait, mais qui va permettre de raccourcir la distance à parcourir avant d'arriver aux tranchées adverses. C'est l'équipement des soldats. Les soldats s'équipent avec un débat autour de la question du poids de l'équipement. D'un côté, ça freine les assaillants d'être énormément chargés. Lorsqu'on part avec un sac qui peut faire 20-30 kilos, évidemment, on va beaucoup moins vite, on s'expose beaucoup plus. Et d'un autre côté, en fait, c'est nécessaire pour pouvoir poursuivre l'offensive. On a besoin
aussi d'avoir certains éléments de l'équipement. Troisième phase, l'épreuve de la préparation d'artillerie. Et on comprend assez rapidement, au fil de la guerre, que cette préparation d'artillerie, elle est capitale. Donc elle va durer d'abord quelques heures, puis quelques jours. Et c'est une véritable épreuve en soi. L'objectif, c'est d'écraser toute résistance avant la sortie des troupes. On a ensuite une attente qui peut être une attente extrêmement éprouvante, l'attente de leur hache. C'est un moment de tension que décrivent très bien les combattants et qui transparaît assez bien dans ce carnet de guerre de Victorin Besse. Alors c'était un fantassin originaire de Castres, qui était surveillant dans un collège à Mirande en 1914. Et dans son carnet de guerre, moi ça m'a frappé lorsque j'ai vu le fac-similé du carnet de guerre. On a en fait une date, 25 septembre 1915, 1915 c'est pas marqué. Il écrit en fait quelques mots et on voit tout de suite à l'écriture saccadée, énervée en fait, qu'il est pas dans le même état que lorsqu'il reprend la plume quelques jours après et qu'il va raconter ce qui lui est arrivé. Alors 25 septembre 1915, ça correspond pour Victorin Besse au moment de l'assaut de la grande offensive en Artois et en Champagne. Et on voit bien en fait qu'il fait ses adieux. C'est là tout de suite le carnet de guerre qui était finalement une façon de conserver le souvenir de ce qu'il était en train de vivre, devient en réalité un testament adressé à ses proches. Et voilà un peu l'état de tension dans lequel on peut écrire juste avant de partir à l'assaut. Et puis c'est le franchissement du parapet. C'est le basculement finalement dans un autre monde et c'est le moment où le fantassin va abandonner la protection de la tranchée pour s'exposer au tir ennemi et tenter de franchir les défenses qui le séparent de l'ennemi. Cette course dans le No Man's Land, que l'on appelle aussi la zone de mort, cette course-là est extrêmement dangereuse et il y a de nombreuses raisons de voir un assaut échouer. Première raison, la préparation d'artillerie n'a peut-être pas été efficace. Elle n'a peut-être pas réussi à détruire les réseaux de tranchées, afin que les fantassins se feraient un chemin jusqu'aux tranchées adverses. Et quand je parle des défenses accessoires, je veux dire que sur le No Man's Land, il y a des réseaux de fils de fer qui sont extrêmement difficiles à détruire et qui peuvent freiner en fait et empêcher l'avancée des troupes. On appelle ces réseaux de fils de fer des séchoirs, puisque littéralement en fait, lors des offensives, on peut avoir des personnes qui restent bloquées et qui sont abattues. Deuxième raison, les mitrailleuses n'ont peut-être pas été mises hors de combat. Auquel cas, les assaillants s'exposent à des armes qui peuvent tirer plus de 300 coups à la minute. Donc, et qui peuvent saturer en fait tout un espace de balles, balayer en fait littéralement le champ de bataille et empêcher toute progression. Il peut y avoir également, parmi les raisons qui font échouer un assaut, l'artillerie, le rôle de l'artillerie qui est censé soutenir, qui est censé accompagner, et qui parfois tire trop court. Donc ça aussi, ça peut être une des raisons en fait de l'échec. Et puis, si les défenseurs n'ont pas été suffisamment assommés, ébranlés par la préparation d'artillerie, ils peuvent se défendre. Et lorsqu'ils se défendent, eux ont pour eux l'abri de la tranchée. Donc, il y a de multiples raisons qui font qu'un assaut peut se révéler très meurtrier, voire inutile en fait lorsqu'il échoue. Mais si tout s'est bien passé, alors on peut le dire, les conditions de l'abordage, les conditions du combat à la baïonnette sont réunies. On a effectivement des soldats qui se rencontrent et qui sont de deux camps ennemis et qui s'apprêtent qui se trouvent tout d'un coup face à face. Et pourtant, eh bien, on a très peu de témoignages qui racontent des combats à la baïonnette ou qui rapportent qu'il y a eu des blessés ou des morts à la baïonnette. Et pour cause, il y a les statistiques nous montrent qu'il y a moins de 0,3% de blessures provoquées par les baïonnettes. Et ça, qu'il s'agisse du côté français ou du côté allemand. C'est la Première Guerre mondiale, c'est une guerre moderne. C'est une guerre dans laquelle l'arme blanche a joué un rôle extrêmement marginal. Et cette rareté des corps à corps à l'arme blanche, elle s'explique de plusieurs façons. D'abord pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus haut, parce qu'avant d'arriver à l'ennemi, il y a quand même toute une série de dangers à affronter. Ensuite, par l'état des combattants adverses, lorsque on finit par atteindre les défenseurs, ceux qui ont réussi à survivre
au pilonnage qui a pu durer parfois plusieurs jours, plusieurs heures, ce sont des êtres souvent hébétés et qui n'opposent pas de résistance, qui se rendent parce qu'ils sont, ils ne peuvent plus, ils ne sont plus en mesure de combattre. Troisième raison, la baïonnette fixée au bout du fusil, c'est une arme qui mesure quand même presque plus de 2 mètres, et dans des tranchées souvent étroites, on ne peut pas dire en fait que ce soit l'arme la plus utile. Et enfin et surtout, lorsque on se retrouve face à des combattants qui résistent, lorsque par exemple il y a des combattants qui sont réfugiés dans un abri et qui vont résister, le fantassin a à sa portée des armes beaucoup plus efficaces que la baïonnette ou même que le couteau. Parce que aller combattre à l'arme blanche, c'est aller s'exposer en réalité à prendre autant de coups qu'on en donnera. Alors que vous avez apporté des grenades, et je vous ai montré Victorin Besse, des témoignages comme ça qui racontent que ils arrivent dans la tranchée, il y a des tirs qui arrivent, ils prennent une grenade et ils la balancent dans l'abri. Et après, il n'y a plus de résistance. Voilà, ils sont pas descendus pour aller en découdre à l'arme blanche. Donc, voilà pour la partie finalement. Voilà pour la partie finalement pratique. Au fond, l'assaut à la baïonnette, il a existé, mais le combat à la baïonnette lui-même, il a été extrêmement rare. Et finalement, c'est quelque chose qui, une fois que j'ai dit ça, qui peut paraître surprenant si on lit les règlements militaires avec lesquels l'armée française est entrée en guerre. La baïonnette, lit-on dans le ministère, dans le règlement de manœuvre d'infanterie du 20 avril 1914, la baïonnette est l'arme suprême du fantassin. Elle joue le rôle décisif dans l'assaut vers lequel doit tendre résolument toutes les attaques et qui, seul, permet de mettre définitivement l'adversaire hors de cause. Alors quand on a ce type de déclaration un peu enflammée, on peut se dire que finalement, dès les premières balles, pendant la guerre de 14, cette assertion, cette affirmation, elle tombe, elle s'effondre. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de s'interroger sur pourquoi elle est présente en 1914. Au fond, est-ce qu'on a bien affaire à la première conclusion qu'on pourrait en tirer, c'est-à-dire à un aveuglement du haut commandement, un aveuglement des penseurs militaires sur ce qu'est le combat moderne, sur ce qu'est le champ de bataille moderne. Et ce que j'ai essayé de démontrer dans ma thèse, en fait, c'est qu'il ne s'agit pas, c'est que les penseurs militaires n'ignorent pas les mutations du champ de bataille. Ils n'ignorent pas que le feu tue. Ils n'ignorent pas que le combat à la baïonnette est une expérience rarissime. Et c'est même en réponse à cette mutation du champ de bataille qu'ils vont donner à la baïonnette un rôle beaucoup plus important en fait qu'elle n'avait jusqu'alors. Alors pour essayer d'avancer un peu là-dessus, le règlement de manœuvre ce qui a précédé, il y en a eu plusieurs, mais celui qui a précédé et qui a suivi la guerre de 1870-1871 tirait les enseignements de la défaite et disait noir sur blanc que le combat au corps à corps est excessivement rare. Et on a comme ça dans des articles, des revues, etc., qui affirment que oui, même les plus fervents promoteurs de la baïonnette, même ceux qui disent c'est vraiment une arme extraordinaire, même eux le disent. C'est une arme qui servira peu. Mais son intérêt n'est pas là. La prépondérance du feu sur le champ de bataille est une évidence partagée par tous. Les guerres périphériques, on appelait ça, c'est-à-dire la guerre russo-japonaise, la guerre en Afrique du Sud, la guerre dans les Balkans, font l'objet d'envois d'observateurs. Et il y a des militaires français, allemands, britanniques qui vont sur place et qui regardent comment se battent les Russes contre les Japonais, par exemple. Et au fond, ils en tirent les enseignements, c'est-à-dire oui, la progression est très coûteuse, oui, les mitrailleuses sont redoutables, oui, les tranchées existent, on a tous ces éléments-là en fait dans les rapports, mais plusieurs éléments maintiennent, voire renforcent l'intérêt et la confiance pour la baïonnette. D'abord, l'importance du choc et de la bataille décisive dans l'imaginaire des militaires, dans l'esprit des militaires. Ensuite, l'importance accordée aux forces morales, puisqu'on a cette idée en fait que l'offensive reste possible, elle sera coûteuse, mais elle reste possible à condition de transcender moralement les hommes pour qu'ils avancent quand même. Pour que, même dispersés, même impressionnés par le feu, ils aient l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au corps à corps. Et alors la victoire ira à celui qui la veut le plus. Troisième raison, il y a une conception du combat qui est un peu, une conception du combat comme théâtre des vertus guerrières. Au fond, il y a une façon noble de combattre et puis il y a une façon
ignoble de combattre. Sont considérés comme nobles la recherche du duel avec l'ennemi, le fait de se tenir debout, stoïque, sous le feu, sont vils au contraire, ramper, creuser, s'abriter, reculer. Tout ça, en fait, il y a des postures morales en fait qui sont calquées qui sont plaquées sur la réalité du champ de bataille. L'assaut est finalement la seule véritable forme noble et courageuse de se battre, d'où la réticence d'une partie des officiers devant les tranchées qui sont spontanément creusées au début du conflit en 1914. Dernier élément, il y a une foi incroyable placée dans les qualités du soldat français. Et on a comme ça des déclarations assez enflammées. Une qui me paraît intéressante, c'est le général qui va, durant la guerre russo-japonaise, observer du côté japonais la manière dont la guerre se déroule et qui fait son rapport. Dans ses conclusions, il note « Sans doute faudra-t-il aujourd'hui préparer son action avec prudence, avec une prudence et un soin extrême. Toute faute dans une attaque de ce genre devra être punie par la destruction de la troupe assaillante. » Donc là, il n'y a pas de négation de la puissance destructrice des mitrailleuses, de l'artillerie, etc. Mais il ajoute aussi, pour recouvrir d'un vernis offensif ce qu'il vient de dire, mais si elle est bien préparée et bien déclenchée, je crois que grâce à nos qualités de race, elle sera irrésistible. Je pense que notre fantassin possède une puissance offensive supérieure à celle pourtant remarquable du fantassin japonais. On ne trouve pas chez lui cette furia française, cette sorte de folie de bravoure qui fait accomplir des prodiges d'audace et jette la terreur chez l'adversaire. Donc oui, il y a la réalité, oui, mais il y a aussi ce que l'on est. Il y a aussi toutes ces qualités de race qui font qu'un Français sur un champ de bataille, c'est pas un Allemand, c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout. Est-ce que cet imaginaire est partagé ? Là, je vous ai donné un certain nombre de citations. En fait, ce sont des penseurs militaires, ce sont des gens dont la préparation de la guerre est le métier, qui jouissent d'une autorité soit institutionnelle, parce qu'ils sont à l'école supérieure de la guerre, soit intellectuelle, parce qu'ils signent des articles dans des revues militaires, etc. Au fond, est-ce que, pour les conscrits de 1914, pour les millions d'hommes qui sont partis, est-ce qu'ils partageaient cette idée selon laquelle la guerre allait se dérouler à la baïonnette ? En fait, rares sont les combattants dans les témoignages à évoquer précisément ce qui a nourri leur anticipation du combat, ce qui a fait qu'ils avaient une certaine combat en partant. Et je me suis efforcé de retracer l'ensemble des vecteurs auxquels ils ont été exposés pour constater que, d'abord, il y a pour l'immense majorité des soldats une absence d'expérience directe. Ils n'ont pas d'expérience du combat avant de partir. Deuxième élément, il y a une abondance d'images guerrières. Je pense que j'ai oublié une diapo, c'est pas grave. Il y a une abondance d'images guerrières qui vont toutes dans le même sens et qui vont toutes dans le sens d'une représentation du combat comme hérité en quelque sorte de la peinture de bataille. Voilà, à chaque fois qu'on représente une guerre dans la presse illustrée, dans les journaux illustrés, on le représente comme un choc entre deux troupes, l'une écrasant en fait littéralement l'autre. Cette idée, en fait, cette esthétique du choc, on va la retrouver dans les journaux illustrés, on va la retrouver dans les manuels scolaires, on va la retrouver à peu près partout. En fait, il y a quelque chose en fait ce qui est intéressant, c'est moins la large diffusion que l'absence d'alternative. Il y a très peu d'images qui montrent une autre réalité du champ de bataille. Il y en a, on en trouve quelques-unes, mais finalement, on a quand même une abondance d'images qui vont toutes dans le même sens et qui entretiennent l'idée que la guerre, c'est avant tout un assaut à la baïonnette qui débouche sur un choc à l'arme blanche. Le service militaire entretient ces illusions. Alors, attendez 2 secondes, parce que voilà, ça c'est les images en fait qui peuvent être diffusées à cette époque. Et on a la même chose, c'est-à-dire vous retrouvez ce que je vous montrais pour la photographie au départ, c'est-à-dire cet homme qui lève le chef qui exhorte tous ses hommes à avancer. Ici, on a... pardon, ça c'était le chef. Ensuite, la masse hérissée de baïonnettes. Cette fureur, on va dire, qui est dans l'œil des assaillants. Et puis, à l'inverse, une troupe qui est en train d'être écrasée. Donc, on a finalement des images assez abondantes et puis qui vont dans le même sens. Et puis, un service militaire, je disais, qui entretient cette illusion à travers des exercices répétés. Alors, des exercices de 2 types. Il y a des exercices à la baïonnette,
C'est ce que vous voyez là, en fait, avec plusieurs mouvements qui sont répétés, qui rentrent dans ce qu'on appelle l'école du soldat. Et puis il y a ce qui va, en quelque sorte, préparer les hommes à agir collectivement, qui donc est... ce sont les manœuvres, en fait, que l'on va faire, les exercices que l'on va faire, et qui se terminent systématiquement par des assauts. Alors vous avez ici un exemple d'assaut. La photographie est intéressante parce qu'elle a été prise en 1913 et que au début du conflit, on a eu la tentation de l'utiliser comme carte postale en expliquant en fait que c'était une infanterie à l'empreinte position, une charge à la baïonnette. En fait, on récupère une photo qui est déjà existante pour illustrer, pour prétendument illustrer une offensive en 1914. En fait, dès les premiers combats, les représentations que se font les combattants de ce que sera la guerre se heurtent à la réalité du champ de bataille. Le feu tue et l'ennemi reste invisible. Ce sont deux réalités qu'il faut garder à l'esprit et qui expliquent aussi les lourdes pertes essuyées par l'armée française, l'avancée des troupes allemandes et la perspective de la défaite qui oblige le haut commandement à mettre en garde contre ces assauts inconsidérés. Il y a dès les premières semaines, le haut commandement français explique qu'il ne faut pas attaquer n'importe comment, qu'il ne faut pas attaquer sans avoir un soutien d'artillerie, etc. Donc, il y a une prise en compte de la réalité aussi dans le haut commandement et surtout, ce haut commandement va être amené à être beaucoup plus prudent dans le communiqué officiel. On ne trouve plus, après le 20 août, les déclarations exaltées que je vous montrerai sur le caractère irrésistible des assauts français et sur la terreur en fait que ça suscite chez les Allemands. Pour autant, en fait, il n'y a pas de renoncement à l'idée de la bataille décisive, de la percée décisive. Et pendant assez longtemps, pendant plusieurs années, le haut commandement va essayer, au fond, de percer le front et de renouer avec ce que beaucoup d'officiers supérieurs appellent la vraie guerre. On retrouve cette expression-là, elle est intéressante parce que c'est comme si finalement cette guerre de tranchées, c'était pas la guerre qu'ils avaient voulu et comme si la percée, l'enfoncement des lignes ennemies permettrait enfin de renouer avec la seule vraie guerre qu'ils connaissent, c'est-à-dire la guerre de mouvement, la guerre dans laquelle on peut manœuvrer et dans laquelle on peut réussir à battre à créer les conditions d'une bataille décisive et de la victoire. Le capitaine breveté de l'état-major, donc qui est excusez-moi, en fait, c'est pas très bien classé. Donc, ce capitaine, qui est Vital Félix Magne, dans un témoignage qui s'appelle Heure de guerre, écrit « Tous nous souffrions, et plus que tout, de cette immobilisation dans le sol, de cette guerre de taupes que nous imposait l'adversaire et qui nous répugnait. Pas un camarade qui, au cours des conversations, dont je me permets d'être l'écho, n'ait affirmé à tout propos son désir du combat en race de campagne, son envie d'aborder le Boche face à face, en plein soleil. Mais le moyen d'y parvenir. » Alors, au-delà du tous, qui est un peu englobant en fait, et je me demande en bien en fait qu'est-ce qui met derrière pas un camarade qui n'ait eu envie d'aller en découdre en race de campagne. Au-delà du tous en fait, qui mériterait déjà une discussion, il y a quand même une question posée qui est cruciale, qui souligne un peu la tension entre le désir de mettre fin à cet enlisement insupportable et puis le moyen d'y parvenir. Et c'est sur ce point, en fait, sur le moyen d'y parvenir, qu'apparaît un décalage de plus en plus grand entre le terrain, entre la troupe et le haut commandement. Parce que les échecs successifs des offensives du premier hiver, des grandes offensives de 1915 en Artois et en Champagne, de 1916 dans la Somme, ou de 1917 sur le chemin des Dames, sont pour les exécutants, pour la troupe, pour le terrain, autant de déceptions. Au fil des offensives ratées, l'espoir de voir la guerre se terminer par une bataille décisive s'use. Sur le terrain, les combattants voient se reproduire les erreurs qui ont déjà coûté de lourdes pertes à l'armée française, avec, par exemple, le grignotage du premier hiver de la guerre, cette idée selon laquelle, par une série de petites attaques, on finirait par grignoter les lignes ennemies, et qui a coûté extrêmement cher en hommes. Et progressivement, on voit naître dans les témoignages la lassitude, voire la colère qui s'installe. Pour illustrer ce que je viens de dire, je vais prendre le témoignage de René Nagelen, en fait, qui s'appelle Les Suppliciés. Alors, quasiment tous les témoignages, sauf un que je cite, sont des témoignages de fantassins, puisque bien évidemment, ce sont eux qui sont concernés au premier chef par l'assaut à la baïonnette. Les artilleurs vont accompagner, vont préparer,
mais ils ne sont pas, en fait, ils ne vont pas courir avec eux. Donc on a bien, un fantassin là qui écrit le canon tonne au loin, rumeur sourde et éternelle, la guerre continue sans répit ni pitié. Après la Champagne, Verdun. Après Verdun, la Somme. Et après, d'autres offensives encore plus meurtrières et plus dures. Et les rescapés d'une attaque s'en vont à la suivante, l'âme inquiète, le cœur serré. En fait, René Naegelen rappelle ici que les batailles de 1916 sont perçues à l'aune des espoirs évanouis en 1914 et en 1915. Au fond, en 1916, ils sont déjà porteurs beaucoup de soldats sont déjà porteurs d'une expérience, celle des offensives passées et qui n'ont débouché sur rien. Jacques songe que l'année dernière, à la même date, le 24 septembre 1915, ils montaient comme ce soir. Rien n'est changé, sinon qu'ils ont perdu la foi, sinon que beaucoup d'entre eux sont restés sur les différents champs de bataille de la Champagne et de la Meuse, et que la classe 1916 a remplacé la classe 1915. Il se rappelle son bel enthousiasme, sa fierté, que tout cela est loin, que de misère de pluie. On retrouve donc un profond décalage entre la guerre imaginée et l'évidence du champ de bataille, mais la lenteur de la prise de conscience dans les états-majors crée un second décalage, insupportable aux yeux des combattants, et en particulier aux yeux de ceux qui, sur le terrain, exercent des fonctions de commandement, les officiers de tranchée. Ce que confirme par exemple le lieutenant Morel-Journel. Pendant toute l'année 1915, écrit-il, le refrain du grand quartier général, donc le siège du haut commandement, a été attaqué. Il faut prendre l'ascendant moral sur l'ennemi. Un général qui avait plus de clairvoyance que d'autres et assez d'indépendance de caractère pour exprimer sa pensée, fit un rapport où il contesta qu'on pu prendre l'ascendant moral sur les fils de fer. Et cet autre exemple, en 1917, du capitaine Charles Delvert, qui écrit que un des chefs du 3e bureau, à ce moment-là il est dans les états-majors, mais de 14 à 16, Charles Delvert a été un combattant dans les tranchées, et il écrit, donc il rapporte ses paroles, « Moi je ne crois qu'en cela, et ses poings croisèrent la baïonnette. Oh, mon commandant, comment pouvez-vous parler ainsi après 30 mois de guerre ?» À ses yeux, écrit Delvert, il le pouvait, parce qu'il n'avait point encore été dans la troupe, c'est-à-dire dans la bataille. S'il en avait eu l'expérience, il se serait rendu compte de ce que valait cela, la baïonnette, en face de mitrailleuses tapies derrière des fils de fer barbelés et tirant 300 balles à la minute. Donc on a en fait des combattants qui, eux, comprennent qu'il y a un décalage entre un imaginaire pesant, persistant, ce que j'ai appelé au début la rémanence de cette représentation, et puis la réalité du champ de bataille. Alors bien sûr, il y a eu des évolutions, ne soyons pas caricaturales. L'armée qui sort de la Première Guerre mondiale n'a rien à voir avec l'armée qui est entrée dans la Première Guerre mondiale. Les assauts ne se font plus du tout de la même manière. Mais il y a quand même des idées qui restent très présentes dans l'esprit des militaires et qui rendent difficilement supportable tout ça. Et ça le rend d'autant moins supportable que les combattants sont déjà très agacés parce qu'ils lisent notamment dans la presse, dans les journaux. Je vais partir pour ça d'une anthologie du bourrage de crâne proposée par le Crapouillot en 1935 et dans laquelle on lit des citations piochées un peu au hasard, mais beaucoup en fait ont trait à la baïonnette. Rosalie, c'est le surnom de la baïonnette. Rosalie, l'histoire de la baïonnette française. Les poilus l'appellent simplement Rosalie. Pourquoi ? Nul ne le sait. Jamais aucune troupe n'a résisté à nos fantassins chargeant à la baïonnette. Le matin, 12 avril 1915. Mais au moins, ceux-là, donc ceux qui ont été tués à la baïonnette, meurent de leur belle mort, dans de nobles combats. Avec l'arme blanche, nous retrouvons la poésie, des luttes épiques et chevaleresques. L'écho de Paris, Ébrard de Villeneuve, 10 juillet 1915. Alors, évidemment, quand le Crapouillot publie ces extraits, il va chercher les citations qui sont les plus outrancières. C'est une dénonciation du bourrage de crâne. C'est dommage que Fabrice Papola soit pas là, parce qu'il a fait sa thèse sur le bourrage de crâne, il pourrait en parler bien mieux que moi. Mais moi, je me suis retrouvé face à un problème, en fait, en tant que chercheur, c'est comment faire pour travailler sur la place des discours autour de la baïonnette dans la presse, alors que, sans raisonner, justement, le fait Crapouillot, à partir d'extraits comme ça, de petits fragments que j'aurais pu trouver dans tel ou tel journal au hasard des lectures. Et j'ai eu la chance de faire ma thèse au moment où Gallica
a mis en place un certain nombre de journaux numérisés, et notamment au moment où il a commencé à les numériser avec une oscillation, c'est-à-dire l'activité de travailler, de reconnaître les caractères au sein du texte, de faire des recherches plein texte en réalité. Et du coup, ça m'a permis de mesurer sur 3 journaux, le Petit Parisien, le Matin et le Temps, chaque occurrence, chaque mention du mot baïonnette sur l'ensemble du conflit pour en mesurer la fréquence. Au fond, quand est-ce qu'on a parlé de la baïonnette dans la presse ? Et les résultats sont assez nets. Quand est-ce qu'on parle de la baïonnette, quand est-ce qu'on cite la baïonnette dans la presse ? Vous avez 3 journaux, et les 3 disent à peu près la même chose. La mention est quasiment quotidienne en 1914 jusqu'à la fin de l'année 1915, et elle devient nettement plus rare à partir de 1916. Et cette distinction, finalement, ce constat est assez intéressant parce que ça permet de voir que déjà, c'est pas pendant toute la guerre que la presse a tenu ce discours-là. La recherche plein texte m'a permis 2 choses. Elle m'a permis donc de mesurer l'évolution de l'utilisation du mot baïonnette dans la presse, et elle m'a permis également de distinguer au sein de la presse qui parlait de ça. Parce que c'est différent en fait lorsqu'on trouve le mot baïonnette dans une lettre d'un soldat, en fait, évidemment choisi, dans le roman feuilleton qui est publié chaque semaine ou chaque jour, dans le journal, ou dans le communiqué officiel. Donc au fond, qui en parle ? Et qui en parle aussi au début du conflit. Alors pour le comprendre, je vous propose de regarder le Petit Parisien du 12 août 1914, et en particulier le communiqué officiel, dans lequel on peut lire « Entre Château-Salins et Havricourt, le village de la Garde, situé en territoire annexé, a été enlevé à la baïonnette, avec un élan admirable. Les Allemands ne résistent décidément pas à l'arme blanche. » Ce communiqué lance dès les premiers jours, finalement, une thématique que l'on va retrouver, qui va être reprise à l'envi par les journaux. Les assauts à la baïonnette sont irrésistibles et ils sèment la terreur dans les rangs allemands. Le discours du communiqué officiel n'est pas remis en question, et il ne l'est pas pour plusieurs raisons en fait. Pourquoi les journaux reprennent telle quelle cette information et puis enflent finalement ce type de déclaration ? D'abord parce qu'il y a un contrôle de l'information. Et là aussi, Fabrice Papola aurait pu en parler beaucoup mieux que moi, mais je rappelle quand même que dès les premiers jours du conflit, dès le 3, 4 et 5 août 1914, les autorités s'assurent du contenu des journaux. On interdit la présence de correspondants de guerre aux armées, c'est-à-dire qu'on interdit la présence de journalistes sur le front. On met en place une censure de la presse quotidienne et des périodiques, et on fait des journalistes les responsables de leurs propres écrits. C'est pas le journal qui est responsable, ce sont les journalistes eux-mêmes, ce qui a évidemment en fait un impact. Et puis la deuxième raison pour laquelle on ne remet pas en question cette idée selon laquelle les Français sont flamboyants à la baïonnette, c'est qu'il y a une conformité du communiqué officiel par rapport à la manière dont on se représentait le conflit avant, dont on se représentait la guerre avant août 1914. Les textes réglementaires en vigueur mettaient en avant l'élan français, l'ardeur à combattre à la baïonnette. Donc il n'y a pas lieu en fait de mettre en doute ces informations à ce moment-là de la guerre. Et jusqu'à la fin de l'année 1915, chaque offensive, chaque attaque partielle est présentée comme décisive, comme annonciatrice de la victoire promise. Les charges sont irrésistibles et les exploits individuels à l'arme blanche continuent à porter l'espoir d'une issue victorieuse. Les journaux illustrés conservent l'esthétique du choc. Alors je vous ai mis la couverture que je vais commenter tout à l'heure, et à côté, une couverture de mai 1915, je crois que c'est mai 1915, 30 mai 1915, et dans laquelle on voit la bataille de l'Artois, mais représentée exactement de la même manière, c'est-à-dire avec à peu près la même composition. Vous voyez, vous avez à peu près la même organisation de l'image, les mêmes officiers qui exhortent leurs troupes à aller de l'avant. Donc on reprend finalement des images déjà existantes, et puis on les reproduit en changeant simplement la couleur des uniformes et un petit peu le décor. Ce qui est intéressant, c'est que je vous ai montré le graphique en fait, et que au fond cette affirmation d'une victoire facile va s'essouffler au fil des échecs, au fil du temps, et va laisser la place à l'exaltation de la défense acharnée du territoire. On tourne le dos à fin 1915, début 1916 aux exagérations, et on va voir disparaître évidemment, ce sont des dessins, ce sont des illustrations, il ne s'agit pas de photographie.
Et l'artiste est libre de choisir, de choisir la manière dont il va le représenter. On n'a pas de photographie de ce type d'action. Je vous disais, on tourne le dos à cette représentation-là. Le 11 juillet 1916, dans Le Petit Parisien, par exemple, il y a une lettre d'un combattant qui dit « Je vous prie d'être assuré, monsieur », donc il écrit au journal, que je suis loin de faire mienne les inepties qui roulent dans certains journaux, pas le vôtre, hein. Le Petit Parisien quand même, hein, pas le vôtre, et au dire desquels l'armée allemande ne serait composée que de tristes lâches qui, au vu d'une baïonnette, n'auraient que cette méprisable défense. Camarades, camarades. Bon, évidemment, Le Petit Parisien, il est quand même allé... il n'est pas allé avec le dos de la cuillère au début de la guerre, donc c'est un peu drôle de mettre pas le vôtre. Mais on voit en fait qu'il tourne, le journal tourne le dos finalement à ceux qu'il avait pu mettre en avant au tout début du conflit. Et à partir de 1916, la baïonnette est essentiellement citée pour trois raisons. La première, c'est simple phraséologie militaire. Hein. Lorsqu'une attaque est ordonnée, lorsqu'un assaut est fait, il est fait à la baïonnette. Donc on le cite, mais on ne développe pas davantage. Deuxième raison, il y a dans tous les journaux des romans feuilletons. Et ces romans feuilletons, en fait, ils fonctionnent exactement comme fonctionnent les romans feuilletons aujourd'hui, c'est-à-dire ils essaient de capter l'attention du plus grand nombre de lecteurs et de fidéliser le lecteur au récit en lui permettant de retrouver semaine après semaine les mêmes personnages typiques, les mêmes codes, les mêmes scènes incontournables. Et au fond, pour prendre un parallèle, qu'est-ce que serait un roman de KPDP sans duel ? Eh bien, qu'est-ce que serait en 1914, 15, 16, 17, 18 un roman de guerre sans assaut à la baïonnette ? Donc on reprend en fait quelque chose qui fonctionne déjà, qui est déjà très bien huilé, et on continue à décrire des assauts à la baïonnette, à raconter des assauts à la baïonnette sanglants, héroïques. Voilà. Et puis troisième raison, la guerre, alors ça c'est un exemple de roman populaire, on en trouve dans les journaux, on en trouve aussi sous forme de fascicules, et la collection Patrie va aller très très largement dans ce sens-là. Et puis on la retrouve également en fait pour représenter ce que sera la guerre à venir. Et la guerre à venir, elle prend encore en 1917 ou en 1916 les traits d'un assaut à la baïonnette. Mais disons-le, l'exaltation de cette arme date surtout du début du conflit. Ça date surtout du début du conflit pour ce qui concerne la presse. Car ce qu'a montré Fabrice Papola, du coup je vais pouvoir en parler un petit peu de lui aussi et de son travail sur le bourrage de crâne. Ce qu'a montré Fabrice Papola, eh bien, c'est que l'effort de réalisme des journaux, à partir de la fin de 1915, début 1916, n'est pas réellement relevé par les combattants. Ils tiennent la presse pour responsable du bourrage de crâne, et la baïonnette est un des symboles qu'ils ont repéré très tôt. Ils ont repéré ça fin 14, début 15, au moment où la distribution des journaux sur le front commence à se faire plus régulière, et au moment où c'est le pic du discours le plus outrancier dans la presse. Donc les combattants s'agacent, beaucoup de combattants s'agacent, pardon. Faut faire attention quand je dis les combattants, c'est vrai qu'ils sont très très nombreux avec des parcours très différents et des idées très différentes, mais on retrouve beaucoup de récriminations contre la presse, notamment Émile Morin par exemple, un instituteur qui arrive sur le front au début de l'année 1915 et qui constate que la presse ne réussit souvent, je cite, qu'à écœurer ou mettre en rogne le combattant. Dans le catalogue des perles qu'il dresse de ce qu'il trouve dans les journaux, figure sans surprise l'infatigable Rosalie au cours des charges qui pousse allègrement au corps à corps. Et donc écoutez par exemple ce qu'on peut lire dans un journal de tranchée le 30 avril 1915. Le poilu n'appelle pas la baïonnette Rosalie. La baïonnette ne s'appelle Rosalie que dans une chanson de Théodore Botrel qui a été écrite en septembre 1914, que personne ne chante, et dans le bulletin des armées de la République que personne ne reçoit. Autrement dit, la baïonnette, c'est pas Rosalie, et c'est vraiment une figure de l'arrière, c'est du bourrage de crâne. Mais ces dénonciations, qui sont fréquentes, ne sont pas forcément unanimes. Et c'est pour ça que je disais, il faut faire attention quand on dit les combattants, parce que ça dépend en fait qui parle, d'où on parle et pourquoi on parle. Tous les combattants ne sont pas en situation de mesurer la fausseté de ce type de représentation. Et je vais ici mentionner le cas d'un officier gestionnaire d'ambulance, François Bleillac, à qui on ne rendra jamais assez service en fait parce qu'il a systématiquement noté tout ce qu'il pouvait entendre dans l'arrière-front. Lui n'était pas réellement au front, il était dans des services auxiliaires, il n'était pas exposé au feu, au danger. Et il rapporte dans son carnet tout ce qu'il peut entendre
dans l'arrière-front, ou tout ce qu'il peut lire dans la presse. Et il le rapporte de façon très naïve, comme si c'était quelque chose, comme si c'était la vérité. Et ces écrits sont intéressants parce qu'ils nous renseignent sur la difficulté à appréhender la réalité du combat, même dans l'arrière-front. Et sur la crédibilité que conserve finalement ce type d'anecdote aux yeux de ceux qui ne sont pas directement confrontés à l'assaut à la baïonnette, qui n'ont pas fait d'assaut à la baïonnette. L'assaut à la baïonnette et le corps à corps continuent d'exercer une certaine fascination à l'arrière, et les permissions amènent plusieurs combattants à en prendre conscience. Dans le roman autobiographique d'un combattant qui s'appelle Joseph Jolinon, qui était avocat et qui a effectué qui a été dans l'infanterie, il rapporte le cas d'un permissionnaire qui doit faire face aux questions de son parrain. Mais explique-moi un peu comment que ça se boutique une bataille, la charge. Est-ce qu'on se voit de près? Je suis sûr que les boches ne sont pas si lestes. Doit-on pardon. Ça doit tout de même faire quelque chose d'en embrocher un. Dis pas. Alors, comment répondre à ces attentes? Comment répondre à ces attentes dont plusieurs combattants quand même nous rapportent l'existence, hein? Eh bien, la palette de réactions est assez large. Certains mettent un point d'honneur à démentir ces images. Et c'est le cas, par exemple, de Raymond Jubert. Raymond Jubert, là aussi avocat, là aussi officier dans l'infanterie, sous-officier dans l'infanterie, propose les réponses que pourraient adresser les combattants de 1916 aux civils qui sont pétris d'illusions sur la guerre. Quel sentiment sublime vous agitez en montant à l'assaut, demande donc un civil. Je ne songeais qu'à me tirer des pattes de cette boue où elle s'enfonçait. Quel cri héroïque n'avez-vous pas poussé quand vous eûtes regagné la crête? On ressuscite Cambronne parce qu'on se croit fichu. Alors le mot Cambronne, je développe peut-être pas, vous aurez peut-être reconnu ce mot. Mais ce type de réponse n'est pas évident en réalité pour les combattants. Parce qu'on pense qu'elle ne peut être comprise, cette guerre-là, et parce qu'on pense que son auditoire n'est pas forcément en mesure d'accepter ou de même se représenter ce que peut être une charge à la baïonnette. C'est ce que rapporte notamment Cyprien Etchegoyen, qui fait part de cette difficulté, à travers là aussi le récit d'un permissionnaire. De retour au front. Moi, ils me demandaient tous, voyons tout de même, si vous êtes vraiment au front, dites-moi ce qu'est une bataille. Du coup, j'avais la langue pâteuse, impossible de rien articuler, c'est bête. C'est-à-dire, on ne peut pas le dire, ce qu'on fait, ce qu'on a fait, on ne nous croirait pas. Et cette idée-là de on ne nous croirait pas, elle est importante dans la mise par écrit, en quelque sorte, de son expérience de guerre. Parce que c'est dire la difficulté qu'on peut avoir de faire entendre une expérience qui est une expérience qui ne correspond à rien de ce que ses interlocuteurs perçoivent. C'est d'autant moins facile qu'il faut aussi ménager ses proches, en passant sous silence certains aspects de la vie au front. Pour plonger les civils face à la réalité de ce qu'est un assaut à la baïonnette, il faut pas avoir envie de les ménager. C'est assez complexe de ce point de vue. Et pour des combattants qui se sont plongés dans une guerre qui les condamne le plus souvent à l'impuissance, c'est également difficile de repousser l'image extrêmement valorisante de soldats actifs, courageux, héroïques. Et c'est d'autant plus difficile à repousser qu'elle reste puissante dans la tête, à travers ce type de remarques. Et c'est ce dont témoigne celui dont j'ai déjà cité quelques extraits, René Naegelen, dans Les Suppliciés, qui, à la veille de l'offensive du Chemin des Dames, en avril 1917, rapporte donc comment son protagoniste, donc c'est un roman autobiographique, c'est Jacques Féroul, est invité à un dîner aux côtés de non-fantassins. Commandant, capitaine, lieutenant l'observe curieusement. Il est celui qui demain, baïonnette au canon, ira sus à l'ennemi. Il est celui qui demain sera face à face avec le Boche. Il est celui qui le tuera de sa main ou se fera tuer par lui. La volupté du danger, l'orgueil du risque exercent à nouveau sur l'âme du fantassin leur vénéneuse magie. Jacques est dans la peau de son rôle, tout s'efface qui n'est pas l'offensive, la gloire, la mort. En fait, Jacques, qui n'a jamais eu l'occasion, après plusieurs mois au front, d'aborder l'ennemi à l'arme blanche, accepte à ce moment-là, le temps de cette soirée, d'endosser cette image sociale que les autres lui tendent, parce qu'il est lui-même happé dans cet imaginaire qui est un imaginaire puissant. Et cet imaginaire-là, en fait, il va perdurer dans les années après-guerre, mais assez rapidement quand même, dans les années 20 et dans les années 30, l'assaut, l'offensive,
sont décrits comme inutiles. Antoine Pro écrit qu'ils sont décrits comme inutiles et inutilement meurtriers. La mort, l'angoisse, la boue, le froid, les poux ont profondément terni les assauts hauts en couleur des gravures que je vous ai montrées tout à l'heure. Et à l'époque, si on regarde un certain nombre de supports, notamment par exemple les films de guerre, eh bien, en 1914-1920, on a des films qui sont des films très héroïques, très patriotiques. Là, vous avez quasiment, en fait, bon, évidemment, c'est une mise en scène et on retrouve les mêmes figures que celles qu'on voyait tout à l'heure. Vous avez à droite, par exemple, cet officier, je ne sais pas si ça fait... Oui, voilà. Vous avez cet officier là qui est vraiment dans la même geste que les dessins qu'on a montrés tout à l'heure. Mais finalement, ces films vont laisser la place à des films beaucoup plus réalistes, beaucoup plus pacifistes aussi. Je pense par exemple à Verdun Vision d'Histoire, je pense à tous les films qui ont suivi, en fait, dans lesquels les assauts sont présents, mais ce sont des assauts qui montrent les hécatombes, en fait, qui montrent les pertes. Et vous vous souvenez peut-être de cette image d'un long dimanche de fiançailles ou des albums de Tardy, dans lesquels on a des assauts à la baïonnette, mais des assauts à la baïonnette qui se soldent par des pertes extrêmement lourdes. Et on a cette alternance entre le tac 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 implacable des mitrailleuses et puis ces hommes qui finalement avancent frêles sous le feu ennemi. En revanche, et je terminerai avec ça, l'assaut à la baïonnette a désormais l'incarnation finalement des pertes très importantes et des offensives inutiles. Mais une autre figure a quand même conservé continue à exercer une certaine fascination, c'est le corps à corps à l'arme blanche, au couteau ou à la baïonnette. Et ça exerce une fascination à plusieurs niveaux. C'est, je vous l'ai dit, extrêmement rarissime, mais ça perdure dans le cinéma, ça perdure dans la littérature. On trouve des bandes dessinées qui continuent à le mettre en scène. Alors pourquoi ? Eh bien parce que comme pendant la guerre, comme dans l'immédiate après-guerre, cette figure permet d'évoquer ce que la guerre a fait à l'homme. Au fond, un homme qui aurait été transformé en assassin, un homme qui aurait perdu tout ce que le vernis de la civilisation lui aurait l'empêché de faire. Le corps à corps, finalement, c'est une manière d'interroger l'agressivité en fait qui est propre à l'homme. C'est aussi ce qui avait suscité, c'est aussi ce qui avait conduit les penseurs militaires à mettre l'accent sur la baïonnette avant-guerre, cette idée que ça allait insuffler l'agressivité aux hommes. Et c'est aussi ce qui explique qu'après-guerre, on a encore des entraînements à la baïonnette. On a encore cette idée en fait que c'est par la baïonnette que l'on va insuffler en fait cette agressivité nécessaire pour dépasser la puissance meurtrière du feu ennemi. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à Monsieur Cédric Marty. Alors, sans perdre de temps, on va passer directement aux questions. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Merci beaucoup Cédric. Oui, tu parlais de combat au couteau. Moi j'ai un film qui me vient en tête, c'est Capitaine Conan. Mais bon, c'est pas sur le même front, je crois. Enfin, c'est pas sur le front de. Oui, alors et voilà. Donc en lien avec ça, en fait, c'était la réalité la baïonnette vue en France par les penseurs militaires français et au front. Voilà. Qu'en est-il des autres pays finalement, en Allemagne en particulier Alors en fait, c'est assez drôle de regarder les arguments des militaires français qui prônent la mise en qui prônent pardon, excusez-moi, je refais ma phrase. C'est extrêmement intéressant de voir quelles sont les raisons avancées par les militaires français pour mettre en avant la baïonnette et pour inciter les autorités à remettre en place une escrime à la baïonnette digne de ce nom. Et dans tous les ouvrages, dans tous les essais en fait qui vont mettre en avant la baïonnette, on mentionne qu'à l'étranger, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, dans toutes les armées finalement, on a remis en vigueur l'escrime à la baïonnette. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même une différence, alors peut-être que j'étais passé un peu rapidement là-dessus, entre ce que disent les textes et ce qui se pratique.
Et en fait, en France, le regain d'intérêt pour la baïonnette, il est très très marqué dans la littérature, soit officielle, soit la littérature grise, c'est-à-dire l'ensemble des pensées militaires. Mais il est beaucoup moins sur le terrain où en fait on continue effectivement à pratiquer l'escrime à la baïonnette, mais on le fait de façon traditionnelle. On le fait parce qu'on le faisait déjà en 1870-71, parce qu'il y a une pénurie très forte, et parce que vous avez 5 ou 6 règlements qui sortent, et qu'il n'y a pas de... Bon, je fais une petite parenthèse, c'est un peu comme dans l'éducation nationale. Il y a les programmes, il y a les réformes, et puis pour le mettre en œuvre, il y a toute une série de réalités dont il faut tenir compte, et qui conduisent parfois à ne pas les mettre en place. Évidemment, comme je suis enseignant, je me range du côté des bons élèves. Il faut mettre en place les textes officiels, mais toujours se poser la question de toutes les courroies qui amènent à les mettre en place. Donc voilà, à l'étranger aussi, on trouve cet intérêt pour répondre à la question pour la baïonnette. Oui, je voulais vous poser la question justement par rapport à votre réponse précédente. Vous sous-entendez qu'en réalité, pour avoir un renouvellement de la stratégie, il faut un renouvellement des cadres aussi pour l'appliquer, ces nouveaux règlements. Et on a vu des illustrations de combats des troupes coloniales, par exemple à Madagascar. Et je voudrais savoir si vous avez eu des témoignages justement de l'usage de la baïonnette pendant la Première Guerre mondiale par les troupes françaises dans les théâtres d'opérations coloniaux, par exemple au Cameroun ou au Togo ou autre. Est-ce que vous avez pu avoir des témoignages où c'est beaucoup plus difficile, je suppose? Alors des témoignages de troupes coloniales, oui, c'est beaucoup plus difficile en fait d'en trouver. C'est même à ma connaissance, ils sont extrêmement rares les témoignages. Je parle sous le contrôle de Rémi Casal, mais moi je connais assez peu de témoignages. Je connais des témoignages d'officiers dans des régiments coloniaux, mais des témoignages coloniaux eux-mêmes assez peu. L'association entre troupes coloniales et armes blanches, elle est extrêmement forte dans l'imaginaire, dans les représentations en fait en particulier. J'ai pas beaucoup travaillé en fait sur les théâtres. On va dire périphériques, mais évidemment en fait la réalité des combats, par exemple dans les Dardanelles, en fait n'est pas la réalité des combats n'est pas exactement la même en fait que sur le front de l'Ouest. De la même manière sur le front de l'Est, il y a des spécificités. Pour autant en fait sur tous ces fronts-là, il s'agit d'une guerre moderne, et pour autant en fait la baïonnette, comme je vous le disais, pour des raisons qui sont à la fois alors un peu psychologique et puis aussi très pragmatique, n'est pas forcément l'arme que l'on va utiliser le plus. C'est une arme de dernier recours. Alors on a quelques témoignages en fait de personnes qui ont été blessées ou qui ont utilisé la baïonnette. J'en ai trouvé quelques-uns, ils sont extrêmement rares. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que par exemple on trouve chez Genevois quelqu'un qui a été blessé à la baïonnette. Mais c'est justement comme ça qu'il est mentionné par Genevois. Il parle en fait donc il le cite une première fois, et puis quelques pages plus loin il reparle de lui et il dit c'est celui qui a été blessé à la baïonnette. Ça montre bien en fait que c'est extrêmement rare. C'est le marqueur en fait c'est ce qui a fait quelqu'un d'exceptionnel. Voilà. Donc après je pourrais pas de façon catégorique dire que sur tous les théâtres d'opération la baïonnette a été aussi peu utilisée que sur le front de l'Ouest, mais comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui semble assez logique au vu de la manière dont se faisaient les affrontements. Alors la baïonnette, on s'en servait depuis quand? Depuis quel Napoléon? Je ne sais pas, moi Napoléon III, je ne sais pas. Et après, on a arrêté de s'en servir à quel moment? Après la guerre de 14-18? Alors la baïonnette est toujours, en place. Il y a toujours prévu sur le fusil français une baïonnette beaucoup plus courte, qui correspond davantage à un couteau. Est-ce qu'elle est utilisée? Écoutez, assez peu. Ça reste une armée quand même de métier. Par contre, elle est présente lors des défilés, etc. Elle conserve quand même une certaine place dans la para, je ne sais pas comment le mot est assez mal choisi. Oui, et puis au-delà de l'équipement, la vision en fait que l'on peut se faire de troupes qui défilent.
Mais voilà, depuis quand elle est en vigueur? Elle est en vigueur depuis Louis XIV et elle a été mise en vigueur à la fin du XVIIe siècle. Elle a été intéressante parce qu'elle permettait de transformer le fusil en arme blanche en fait. Donc c'était assez intéressant à cette époque-là. C'était assez novateur. Ça permettait en fait de remplacer le duo fusil piqué pour empêcher les charges par un seul et même corps en quelque sorte. Voilà, elle a été assez peu utilisée au cours du 19e. Elle a été utilisée jusqu'au début du 19e siècle de façon importante. Les guerres napoléoniennes, en fait, moi j'ai trouvé alors je suis pas un spécialiste des guerres napoléoniennes, ce qui fait que je mets beaucoup de réserves en fait dans ma réponse, mais les guerres napoléoniennes sont déjà en fait des guerres dans lesquelles le feu joue un rôle important. Donc la baïonnette a peut-être été davantage utilisée probablement que pendant la guerre de 14, mais ça reste quelque chose déjà d'assez marginal. Et surtout pendant tout le 19e siècle, les perfectionnements techniques au niveau du fusil, au niveau de l'artillerie, sont tels que dès les guerres de Crimée, on sait en fait que c'est une arme. En tout cas, les penseurs militaires savent que c'est une arme en fait qu'on utilise assez peu. Mais au fond, la question n'est pas là pour eux. La question c'est une arme en fait qui est le symbole de l'offensive et le symbole du mouvement vers l'avant et de ce qui fait que on va avoir envie d'y aller. Voilà. Et ça reste une arme effectivement de dernier recours. Mais on a songé à la supprimer en fait. On a des échos dans les revues militaires après la guerre de 1870-1871. Vous avez des articles qui disent que justement en fait on avait pensé un temps à la supprimer. Bien fait de pas la supprimer. Jouer un rôle. Il y a tout un débat aussi sur la taille de la baïonnette en fait. Est-ce qu'on choisit une baïonnette courte? Est-ce qu'on choisit une longue? La baïonnette française elle est très longue. Elle a la forme, elle a une forme, elle est cruciforme. Ça veut dire que vous avez, si vous la regardez d'en haut en fait, ça forme une croix. Bon, il y a toutes sortes de débats aussi sur le poids de la baïonnette. Voilà, mais elle a été conservée. Et comme je vous dis, il y a un vrai regain d'intérêt à partir des années 1904-1905 en France. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui. Oui, justement pour revenir sur l'emploi de la baïonnette pendant la Première Guerre mondiale, si on prend l'exemple allemand par exemple de l'apparition des Stormtroopers, qui vont avoir en fait un usage renouvelé de l'arme blanche, des massues tranchées, etc. Est-ce que l'armée française, de ce point de vue-là, outre la symbolique, a essayé de repenser l'emploi de la baïonnette dans la stratégie militaire? On va bien repréciser Sturmtruppen pour éviter toute confusion avec Star Wars. Mais c'est vrai que j'ai la même, un peu la même question sur la notion de corps franc ou Sturmtruppen et unité, on va dire, régulière. Enfin, même si c'est un peu exagéré de dire régulière. Alors là, il y a deux questions. En fait, il y en a une qui correspond au choix fait par l'armée allemande de mettre en place des corps de spécialistes, en quelque sorte, et qui est un choix que n'a pas fait l'armée française, même si elle s'est elle aussi orientée vers la question vers des tactiques d'infiltration, en fait, qui étaient beaucoup moins coûteuses, en tout cas beaucoup moins dangereuses. Et puis il y a la question du nettoyage des tranchées, des troupes qui étaient chargées effectivement du nettoyage, les corps francs, ce qu'on appelait les corps francs, et des armes qu'ils utilisent. Alors moi j'ai pu travailler sur plusieurs rapports en fait qui ont été faits, notamment en 1915, où on confie cette mission à des hommes en fait qui sont choisis. Alors il y a à peu près tous les cas de figure. Il y a un travail qui est actuellement mené à la Sorbonne par Dimitri Chavaroche, il s'appelle, et qui porte justement sur ces questions-là. Mais dans ces rapports, en tout cas, ce qui revenait le plus fréquemment, c'était la réticence à utiliser le couteau, en fait, qui était beaucoup trop associé à une arme d'assassin. La baïonnette n'avait pas cette image-là, mais comme je vous l'ai dit, en fait, c'est une arme assez peu pratique, en fait. Alors après, il y a eu quelques poignards de tranchées qui sont ostensiblement montrés dans les musées, notamment l'historiel de Péronne,
des poignards, des matraques, des massues, qui ont existé, mais qui sont marginales. C'est pas parce qu'on distribuait les couteaux que les couteaux étaient utilisés. Pour toutes les raisons que j'ai données, qui sont des raisons pragmatiques, qui sont renforcées par les statistiques, etc., ça reste une expérience marginale. Et par ailleurs, beaucoup de témoignages, et alors là pour le coup j'ai pas eu beaucoup à chercher, beaucoup de témoignages disent la réticence à prendre le couteau. On a le témoignage de Louis Barthas par exemple, tous les hommes qui l'entourent en recevant le couteau s'en débarrassent en fait, le jettent par-dessus le toit d'une maison en disant c'est une arme d'assassin, on n'est pas des bouchers, on va pas égorger. Il n'y en a qu'un en fait qui le conserve en fait et qui le met bien en évidence à la ceinture en fait, mais bon voilà, c'est aussi pour fanfaronner. Voilà, des témoignages comme ça, j'en ai cité beaucoup dans ma thèse en fait, et encore une fois dans les rapports officiels, il y a vraiment un questionnaire en quelque sorte qui est demandé à tous les corps d'armée qui ont participé à l'offensive à l'offensive de Champagne en 1915, celle pour laquelle vous avez vu que Victor Humbès avait la main qui tremblait. Et parmi les questions qu'il y avait, il y en avait une en fait qui concernait les nettoyeurs de tranchées et une catégorie en fait qui était les armes utilisées. Et en fait, beaucoup de rapports mettent en avant en fait la réticence, voilà, le refus d'utiliser ça. C'est encore une fois, c'est pas une arme comme une autre, un couteau. Alors, je profite de l'occasion pour vous signaler qu'il y a à l'Hôtel-Dieu à Toulouse, donc pas très loin d'ici, une exposition faite par un groupe de médecins sur le service de santé pendant la guerre de 14 et en particulier centrée sur une ambulance. Alors une ambulance, c'est un petit hôpital, ce n'est pas comme aujourd'hui un véhicule, c'est un petit hôpital qui est à 7-8 km du front. Et au début de la guerre, le responsable de l'ambulance doit faire des statistiques. Et il a un tableau en 3 colonnes. Donc, première colonne, blessé par balle. Deuxième colonne, blessé par éclat d'obus. Troisième colonne, blessé à l'arme blanche. Et puis, comme dans cette troisième colonne, il n'y en a pas, finalement, au cours de la guerre, la troisième colonne disparaît. Et il ne reste que par balle et par éclat d'obus, avec à peu près la proportion de 1/3 par balle et 2/3 par éclat d'obus. Comme le disait Cédric tout à l'heure, c'est une guerre moderne, une guerre industrielle. Et donc, c'est même plus que le fusil, c'est le canon, c'est l'obus qui blesse et qui tue. Merci. D'ailleurs, sur la thématique des corps francs, des nettoyeurs de tranchées, etc., il y a eu quelques articles de Michel Goya sur son blog La Voix de l'épée, si jamais ça peut aider. Mais après, lui, il évoque aussi le fait que justement ce genre d'opération était mené plus dans une optique de faire des prisonniers que de réellement tuer. Donc c'est plus l'idée d'étourdir l'ennemi et ensuite de mener une opération rapide, sous forme presque de commando. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Peut-être une petite dernière pour la route, sinon j'ai... moi. Mais... Oui. Il y avait eu l'histoire il y a 2-3 ans d'un officier anglais ou français qui s'était retrouvé avec ses hommes encerclés en Afghanistan. Et en fait, il avait demandé à ce que les hommes mettent la baïonnette au canon, qui est encore utilisée, et apparemment en chargeant, ça avait poussé l'ennemi pourtant en surnombre à la fuite. Est-ce que vous savez comment on peut expliquer la charge traumatique en fait, qui encore aujourd'hui est associée à des assaillants qui chargent à la baïonnette ? Je crois d'ailleurs qu'il y a eu d'autres cas relativement, récemment aussi. Là, c'est une question difficile parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur la guerre de 14, mais c'est vrai que je connais beaucoup moins bien en fait, les conflits contemporains. Ce qui peut-être éclairer, c'est qu'il y a toute une littérature militaire avant 1914 dans laquelle cette idée-là est mise en avant. Cette idée selon laquelle c'est la volonté, c'est la résolution à marcher vers l'avant qui va décider de l'issue de la bataille. Est-ce que c'est efficace, efficient sur le terrain ? Ça, c'est une autre question. En tout cas, pendant la Première Guerre mondiale, ça ne l'a pas été. Est-ce que finalement, sur un théâtre comme celui de l'Afghanistan, peut-être par rapport aussi à un équilibre dans l'armement, je ne sais pas très bien en fait. Peut-être que là, dans certaines circonstances, ça peut fonctionner.
comme je vous le dis là, je vais rester extrêmement évasif parce que je ne suis pas du tout certain de la réponse que je pourrais vous faire. Peut-être aussi tout dépend de ce qu'il y a en face. Hein, si vous avez en face des canons et des mitrailleuses, vous pouvez y aller à la baïonnette, bon, vous n'irez pas loin. Juste, est-ce que vous auriez connaissance d'autres objets comme ça qui auraient cristallisé un peu de représentation Alors oui, il y a un objet, enfin, moi je trouve qu'il y a il y a un objet qui serait intéressant à mettre en regard avec la baïonnette. Pour moi, c'est l'aviation. Enfin, c'est vraiment l'avion. L'image en fait des aviateurs, des as, etc. Parce qu'il y a quand même un imaginaire très très puissant autour des aviateurs qui prend un peu le relais en fait de l'héroïsme et puis du côté chevaleresque en fait qu'on pouvait trouver dans ces assauts. Là, voilà, on a une arme qui est une arme au sens, voilà, les armes c'est l'infanterie, etc. Et donc on a aussi l'aviation. Une arme qui est une arme moderne, mais qui tout de suite naît avec cette dimension-là, en fait, avec cette charge-là. Et on parle de duel lorsqu'on parle lorsque les avions en fait s'affrontent. On parle de duel. On a vous vous souvenez peut-être de la Grande Illusion. En fait, il y a entre les aviateurs des codes de l'honneur qui restent en place. C'est une arme refuge entre guillemets en tout cas, c'est perçu comme une arme refuge pour les élites sociales en fait aussi. Et voilà, il y a vraiment une charge très importante autour de ça. Et moi, je trouve que ce serait effectivement intéressant de creuser un peu le parallèle. Il a été en partie creusé par une historienne qui s'appelle Johanna Burke dans un ouvrage en fait qui s'appelle Face to Face Killing, et où elle prend justement sur l'ensemble du XXe siècle, en comprenant Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, guerre du Vietnam, elle essaie de suivre finalement ces trois figures, celle du fantassin baïonnette au canon, celle de l'aviateur et celle du sniper. Et on a autour de ces trois figures de combattants, trois imaginaires extrêmement puissants et qui ne sont pas les mêmes. Après, moi je suis moins d'accord avec certains aspects de Johanna Burke en fait, qui a tendance justement à oublier que le propre du fantassin armé de sa baïonnette, c'est que c'est qu'on ne peut pas le mettre exactement sur le même plan, en fait, c'est qu'il est assez impuissant au final, et qu'il y a un imaginaire puissant, mais lui est très impuissant pour pouvoir l'utiliser. Sur la question de l'aviation, on peut se référer à un café débat qui s'était tenu il y a un an, ou précisément 11 mois, en partenariat entre Tempus Historia et l'ANAGE IHEDN, où l'une des deux intervenantes nous avait notamment parlé des premières années de l'aviation italienne et aussi de l'imaginaire que portait l'aviation. Et de même que M. Marty l'a fait pour la baïonnette, des réalités qu'il y avait derrière l'emploi de l'aviation, notamment la chasse en meute qui va à l'encontre de l'idée du duel. Donc en fait, voilà, les deux côtés de la pièce, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Oui. Juste pour ajouter une anecdote aussi, vu que vous parliez des élites sociales et de l'aviation, on peut par exemple s'étonner, un des fils de la famille Schneider est mort pour la France en étant aviateur et pas en servant dans l'artillerie, ce qui est assez étonnant. C'était un contre-emploi de la famille. Merci. Alors, je pense que, étant donné l'heure, nous allons clôturer le débat. Alors, je vais remercier encore une fois M. Cédric Marty, remercier le Bistrot 12 et peut-être donner le micro pour quelques informations supplémentaires. Je pense que je serais moins bon que Cédric Marty et Rémi Casal, auteurs de 500 témoins de la Grande Guerre. Et je regardais dans l'index, en fait, la baïonnette apparaît sous le terme générique arme blanche. Voilà, donc tout ça pour vous signaler cet ouvrage 500 témoins de la Grande Guerre avec une couverture illustrée par Tardy et qui a mis tous les éléments sur cette couverture, dont la baïonnette, je crois. Donc pour ceux qui ne l'ont pas acquis, il est à votre disposition.
avec, pour tout achat, un cadeau. Par ailleurs, la maison d'édition de cet ouvrage édite une publication où se trouvent des doctorants qui publient. Ça s'appelle Le patrimoine, histoire, culture et création d'Occitanie, ex-Midi-Pyrénées patrimoine, voilà, dont Rémi Casal est membre du comité de rédaction. Par ailleurs, voilà. Voilà, merci. Je vais donc donner à tout le monde rendez-vous pour notre prochain café le lundi 13 février, un café qui sera normalement plus pacifique, peut-être, consacré à l'histoire des femmes au Moyen-Âge. Tout à fait. Et je vous rappelle également que vous pouvez adhérer ou renouveler votre adhésion à notre association. Nous avons à notre disposition des petits papiers nécessaires. Voilà, merci encore à